lecture, bonjour. Donc une petite vidéo, pourquoi petite, je ne sais pas, on verra, mais une vidéo pour faire un petit peu à la fois le point et vous présenter quand même quelques ouvrages que j'ai pu lire et puis un peu mes entre guillemets déboires de ces derniers temps, mes travaux divers qui ne m'ont pas permis de faire exactement ce que je voulais faire. Alors je reviens un peu sur tout ça juste après. Après le générique, évidemment. Eh bien, voilà. Donc d'abord, je voudrais juste vous informer que je ferai une autre vidéo rapidement, peut-être pas d'ici 5 jours, d'ici la fin de l'année, mais pour tout début janvier, là c'est sûr, je vous ferai une petite vidéo qui sera une vidéo bilan de ces 8 mois de création de la chaîne et à la fois ce qui s'est passé, mais aussi les projets pour 2023. Mais tout de suite, je voudrais vous parler de ce que je suis en train de lire, de ce que j'ai lu, du retard que j'ai pris par rapport aussi au challenge de la crypte, puisque jusqu'à présent, le challenge qui a commencé au début du mois de décembre et jusqu'à présent, je n'ai lu qu'un seul livre que je vais vous présenter parce que j'ai eu beaucoup d'autres choses à faire. Et voilà, j'ai un chat qui passe. Bon, enfin bref. Alors d'abord, à propos, alors par quoi commencer? Je vais peut-être vous commencer par le challenge de la crypte. Alors, je n'ai lu qu'un seul ouvrage à ce jour, c'est sur le thème du monstre. Et j'avais choisi ce livre de Randall Boyle, Monstre. Alors, sur le titre Monstre, vous voyez qu'il y a plusieurs S. En fait, en lisant le roman, on se rend compte que c'est une traduction d'un défaut de prononciation du personnage protagoniste, du personnage principal, même si dans le roman on le verra, ce n'est pas forcément celui qui a le plus d'action. Alors donc Monstre, Randall Boyle, roman qui est sorti en 1991, oui, c'est ça, en 1991, avec le titre original Monster. Alors, que raconte cette histoire? Eh bien, je ne connaissais pas Randall Boyle, puisque c'est le premier texte de lui que je lis. Alors, je vais probablement d'ailleurs enchaîner après le challenge de la crypte, pourquoi je prononce avec un accent, de la crypte, donc avec un autre roman de lui qui est je crois que ça s'intitule, je cherche le titre, excusez-moi, Le Crépuscule. Où est-il écrit? Eh bien, Crépuscule. Bon, je ne le retrouve pas, peut-être à la fin. Eh bien, non, enfin, je lirai un autre roman dont le titre est Crépuscule de quelque chose. Monstre. Alors, Monstre. Donc, le personnage principal est un enfant, enfin, un jeune ado. Donc, on nous dit en quatrième de couverture qu'il a 10 ans, mais en fait, en lisant le roman, on apprend qu'en fait, il a 13 ans. Alors évidemment, ceux qui font la quatrième de couverture et l'auteur sont différents. Ce n'est pas l'auteur qui fait la quatrième de couverture dans ce genre d'édition.
Bon, ça peut expliquer cette petite erreur. Enfin, peu importe. Donc, le personnage principal, le protagoniste, qui a 13 ans, donc s'appelle Arnold White. Et cet ado, en fait, eh bien, va passer quelques mauvais quarts d'heure, en effet, parce que, bon, si vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte que eh bien, tous les personnages sont à peu près détestables, insupportables. D'ailleurs, on entre dans le roman par l'un des personnages les pires, si je puis dire, puisque c'est le beau-père d'Arnold. Et ce beau-père donc est un homme qui boit, qui est violent, qui est vulgaire, qui va battre Arnold de manière extrêmement violente, et d'abord donc au point de l'amener à l'hôpital, enfin pas de l'amener, mais voilà, de le mettre dans un état tel qu'Arnold sera hospitalisé. Et d'une certaine manière, cette hospitalisation sera aussi le point de départ, ce sera un point de bascule, ce sera le point de départ de tout ce qui va suivre. Et tout ce qui va suivre donc sera une sorte de course au trésor, si on peut dire, mais je vous en reparle juste après. Alors d'abord, donc je reviens sur ce beau-père. Donc l'enfant Arnold est un enfant de 13 ans dont le père est absent, je vais dire. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Il est absent et on nous dit qu'il est parti donc un beau matin. Il voulait devenir écrivain, ça n'a pas marché. Et un beau jour, il a pris ses clics et ses claques et il est parti pour chercher du travail au Texas. Et bien, il n'a plus jamais donné de nouvelles. Et son épouse donc s'est remariée avec un autre homme qui est donc alors je ne sais plus comment il s'appelle, qui est ce personnage vraiment insupportable, vraiment ignoble, qu'on a qu'on n'a pas trop envie on n'a pas envie de sympathiser avec lui du tout. Alors l'auteur donc a choisi donc pour la première séquence de nous plonger directement dans le centre de préoccupation principale de ce personnage ignoble, qui est un bar où il se rend tous les jours pour boire, pour se bourrer, et après quand il rentre chez lui, évidemment il casse tout et il frappe tout le monde. Donc on entre dans le roman avec le point de vue de ce personnage ignoble dans ce bar, et évidemment on va avoir tout ce qui se passe dans un bar quand il y a des gens bourrés, etc. Donc c'est vraiment un climat qui n'est pas très très agréable dès le début et qui nous fait bien ressentir à quel point on a affaire à un lieu, à des personnages, à une ambiance assez glauque, assez médiocre, assez vulgaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, et violente. Donc on entre dans le roman par cette scène, et après cette scène, on va avoir donc le beau-père. Alors je vais essayer quand même de vous retrouver son nom. Alors c'est Frank Whistle Whipple, et bon, donc il l'appelle Whistle, je crois, hein, ou Frank parfois, ou Whipple même. Donc c'est Frank Whistle Whipple. Et donc ce beau-père qui va battre violemment son fils et va l'amocher très très sérieusement, au point qu'il va être hospitalisé. Et en fait, il va traverser tout le roman bien dans cet état, dans ce sale état, où il est blessé, où il a des bras cassés, des dents cassées, enfin bref, c'est assez difficile pour ce personnage. Autant dire que, eh bien, que c'est vraiment la victime absolue, quoi. Et pourtant, il garde une certaine ferveur, une certaine foi
une certaine croyance en ce qu'il fait, et par rapport à son vrai père, à son père donc naturel, il désire dès le début retrouver ce père et va mettre en place tout ce qu'il faut pour ça. Et va-t-il y arriver? Ça vous le découvrirez en lisant le roman, je n'en dirai pas plus. En tout cas, il souhaite, son projet, c'est vraiment de remplacer ce beau-père ultra-violent par son père qui voulait être écrivain et qui est pacifiste. Mais, alors, on en vient à un autre élément important du roman, c'est le lieu. En fait, c'est une petite ville, une toute petite ville qui se trouve dans l'Indiana et alors là aussi je ne l'ai pas noté, mais qui s'appelle, je crois, Wabash Heights. Et l'auteur précise en note, cette ville est une ville imaginaire, elle n'existe pas. Et on comprendra pourquoi à la lecture du roman, puisque en fait le narrateur nous répète que cette ville est vraiment le trou du cul du monde où on y retrouve uniquement des gens vulgaires, des gens violents, des gens qui ne pensent qu'à eux, qui sont égoïstes, enfin bref, c'est une horreur pour en particulier ce gamin, mais aussi pour son père qui voulait écrire dans une ville où personne n'écrit. Et on dit même à un moment donné qu'il était quasiment la seule personne de cette petite ville à savoir lire. Et c'est pour ça qu'on l'a chassé, en fait. On ne voulait pas de lui parce que justement, il était un petit peu intellectuel, un peu exigeant sur le plan moral, un peu exigeant sur le plan de la réflexion, des relations avec les autres. Et donc tout ça est absolument contraire aux lois, aux règles de vie dans cette petite ville. Je ne vais pas dire village, mais petite ville. Donc un lieu à l'image des personnages, un lieu insupportable quoi, et invivable. Et donc le père aurait dû quitter ce lieu il y a bien des années parce qu'il ne collait pas avec l'ambiance générale. Donc ça c'est le point de départ. Alors ensuite, donc pour en revenir donc au titre monstre, eh bien oui, il est effectivement question de monstres. Et en particulier, donc là aussi je ne vais pas trop en dire, mais de monstres liés à un trésor. Et donc il s'agit en fait d'un sarcophage rempli d'or et avec à l'intérieur une momie qui fait partie des monstres. Mais on l'aura très vite compris, cette momie qui est dans ce sarcophage auquel que va rechercher en fait l'enfant, et pas que lui, hein, son beau-père, d'autres personnes de la ville, eh bien ce sarcophage donc renferme un trésor de 40 millions de dollars. Donc celui qui le trouve ou ceux qui le trouvent, eh bien n'auront plus jamais besoin ni de travailler, ni même de vivre là, dans cette ville imaginaire, mais affecte. Et la différence avec tous ces gens, c'est que le personnage de l'enfant, donc d'Arnold White, eh bien, a une information qui est unique et qui va beaucoup l'aider dans sa recherche. Mais là aussi, je n'en dirai pas plus. Alors, ce que je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que le ton général du roman est plutôt humoristique. On se moque hein, et on rigole et d'un certain nombre de choses, mais si on le prend au premier degré avec des personnages aussi ignobles, un lieu aussi ignoble, une histoire, bon, il y a des scènes quand même très très violentes. Hein, par exemple, on a des scènes où on voit
le beau-père battre son beau-fils, les gens qui se battent entre eux pour, sous l'emprise de l'alcool, pour un rien, tout le monde qui veut ce trésor, enfin bref, ce n'est pas une très très belle image de l'humain, c'est même le contraire. Mais tout cela est traité avec un certain humour et est extrêmement référencé. Alors, au cinéma d'abord, au cinéma plutôt des années d'horreur, donc des années 70-80, mais aussi au genre littéraire, à l'écriture, et en particulier à un auteur qui lui est mondialement connu, puisqu'il s'agit de Stephen King. Donc, très souvent, on aura des clins d'œil et des références à Stephen King dans ce roman. Et d'ailleurs, un certain nombre d'éléments des romans de Stephen King sont repris et réutilisés, réexploités au sein de ce récit, en fait, donc Monstre. Alors, je ne sais pas si je dois encore... Non, je vais peut-être m'arrêter là. En tout cas, moi, mon opinion personnelle, je vous l'avais déjà un petit peu donné tout à l'heure, c'est que, eh bien, en fait, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à lire ce roman. Je l'ai trouvé plutôt agréable, sympathique, même si, même si les personnages, eux, ne le sont pas. Et j'ai plaint souvent ce gamin, hein, cet Arnold, parce que, eh bien, il tombe de Chariban Silla quand même. Mais finalement, il va s'en sortir. Alors, je ne vous dirai pas comment ni pourquoi. Et il va quand même réussir à s'en sortir au terme du roman et apprendre la vérité sur son père, que je vous laisse découvrir. Voilà, alors donc je n'ai toujours pas retrouvé le titre de l'autre roman de... Je le cherche encore, si je ne le vois pas immédiatement, je passe à autre chose. Eh bien, je ne le vois pas. Donc j'aurais dû les noter parce que... Ah, c'est Crépuscule des territoires, je crois, le titre. Enfin bref, voilà, je le lirai parce que j'ai trouvé quand même que c'était plutôt... alors c'est très daté, évidemment, aux années 90, c'est très référencé, mais c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt... On suit cette histoire sans problème, malgré des scènes qui peuvent parfois être un peu dures, mais en gardant en tête qu'on a toujours cette distance et qu'il faut voir ça non pas au premier degré, mais au deuxième, si je puis dire, avec une sorte de regard parodique, c'est presque une parodie. Voilà, Monstre, Randall Boyle, c'est le premier, donc vous voyez, nous sommes à la fin du mois de décembre et je ne viens que de finir mon premier livre du challenge de la crypte. Alors, je vais enchaîner pour ce challenge tout de suite avec donc entrée de Frédéric Livens, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Donc entrée de Frédéric Livens sera le prochain livre lu dans le cadre du challenge. Bon, si je n'arrive pas à tout lire d'ici fin juin, c'est pas grave. Je pourrai continuer à les lire et puis je vais quand même essayer de me concentrer là au mois de janvier pour en lire un maximum. Alors je reviens d'autres lectures qui ne sont plus liées au challenge de la crypte et je vous en parle tout de suite. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus sur les mangas d'horreur. Et comme je n'avais pas spécialement de référence, de maîtrise des mangas, des mangaka, donc je me suis renseigné auprès de ma librairie préférée. Et en fait, la libraire m'a conseillé
pour pouvoir faire un peu le point sur tous ces mangas d'horreur, m'a informé qu'il existait donc un magazine qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, hein, si vous êtes un peu branché manga, qui s'appelle Atom. Atom, qui est une référence en fait, qui est un magazine de référence pour tous les amateurs de manga. Donc elle m'a expliqué que le numéro 17, ici, le numéro 17, était un numéro donc de ce magazine qui était un numéro consacré spécialement aux auteurs de mangas d'horreur. Et donc je me suis procuré ce magazine. Alors si vous êtes intéressé, donc c'est un magazine qui, c'est le numéro de, je crois c'est juillet 2021. Donc c'est un magazine qui est édité tous les trimestres. Et en fait, donc le numéro 17, ce numéro spécial manga d'horreur, est toujours disponible chez l'éditeur. Donc vous pouvez le commander directement chez l'éditeur ou en passant par votre libraire et que lui le commande chez l'éditeur. J'ai pris donc ce magazine et il est extrêmement intéressant. D'abord parce qu'il répertorie en gros tous les auteurs de manga que l'on trouve en France, mais pas seulement qu'en France, et qu'il développe aussi l'histoire du manga d'horreur depuis ses origines au Japon jusqu'à aujourd'hui. Et il y a toute une série d'interviews d'auteurs, donc, et puis le magazine est agréablement alimenté de multiples illustrations, dessins. Alors je vous en montre, donc vous voyez, hein, j'en ai relevé plein, mais je ne vais peut-être pas tout vous montrer, mais juste quelques-unes. Donc pour vous voyez quand même la qualité, quoi. Et par exemple, alors il y en a qui sont en couleur, il y en a qui sont en noir et blanc, donc je vais prendre au hasard, hein, parce que je ne me rappelle plus. Hein. Donc voilà, par exemple, Hideshi Ino, l'interview, avec un titre, une petite préface là, rapide, une illustration très très bien reproduite, et après donc l'interview en elle-même, donc avec les questions, les réponses de l'auteur. Et on en a comme ça une vingtaine. Hein. Donc on fait vraiment un survol global à la fois de l'histoire du manga d'horreur, mais aussi des auteurs qui le font vivre. Alors je vous montre encore quelques images. J'avais dit tout à l'heure qu'il y a du noir et blanc, donc de la couleur. Regardez, regardez. Et je vais essayer de vous trouver du noir et blanc. Et du noir et blanc. Voilà. Alors en tout cas, si comme moi, hein, vous vous sentez un peu juste en termes de connaissance du manga d'horreur, eh bien je vous le conseille vivement. En tout cas, ça m'a permis de faire un peu le point et de me mettre à jour. Et du coup, alors ça aussi je vous les réserve pour la prochaine, du coup, bien je vais donc lire, là j'en ai relevé deux, donc lire deux mangas que je vous présenterai, et donc celui de Kazuo Umezu, Orochi, et donc qui est en fait le maître à penser en quelque sorte de Junji Ito, ça sera le deuxième. Donc ici c'est Sensor. Donc je lirai Orochi et Sensor que je vous présenterai et nous apprenons dans Atom que Junji Ito est en quelque sorte l'héritier spirituel mais aussi l'héritier comment dire
présomptif si on veut, enfin plus présomptif puisqu'il a pris sa place, mais il est directement et très influencé par tout ce qu'a fait Umezu. Voilà. Alors, autre chose, là aussi ce n'est pas dans le cadre du challenge de la crypte, mais c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que ce n'est pas nouveau, mais c'est très au contraire, c'est un retour à quelque chose que j'avais laissé de côté depuis très longtemps. C'est un auteur que j'ai commencé à lire au début, dans les années 80, et ensuite pendant une très longue période, je n'ai plus rien lu de lui, jusqu'à très récemment, où en entendant présenter l'un de ses romans par c'est Bullish Bookin, non Bullish excusez-moi, Bullish Bookish, voilà j'y arrive, qui a présenté ce roman et je tiens à la remercier puisque la présentation de ce roman m'a donné le goût de m'y remettre à cet auteur. Et de qui s'agit-il? Alors, il est très connu, évidemment. Hein. C'est Serge Brussolo. Brussolo, pardon. Serge Brussolo, donc, dont je n'avais rien lu depuis 25 ans, on va dire. Depuis 25 ans. Et donc, j'ai regardé la présentation de ce roman par Bullish Bookish et voilà, ça m'a donné le goût, l'envie de m'y remettre. Alors pour résumer, donc moi dans les années 80, Brussolo, j'ai ressorti d'ailleurs les livres, j'ai commencé, donc quand il est sorti, alors ça fait un bail, hein, le premier livre que j'ai lu de lui, c'était quand il est sorti, donc nous étions en 1987, et donc c'était procédure d'évacuation immédiate des musées fantômes, et je vous le conseille, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment, voilà, je dirais que c'est beaucoup plus, comment dire, frappant que Hurlemort dont je vais vous parler après, parce que là, on a vraiment un auteur qui tape dans autre chose. Alors à cette époque-là, Brussolo, qui était déjà quand même très productif, était surtout considéré comme un auteur de science-fiction. Et ses premiers ouvrages là, donc comme celui-là, alors je me suis c'est de la SF, l'anticipation si vous voulez. Je me suis également procuré à cette époque-là quelques petits romans. Alors ils étaient tous édités dans cette défunte collection Présence du futur. Donc moi je me suis procuré Sommeil de sang, Aussi lourd que le vent, Vue en coupe d'une ville malade et Le château d'encre. Alors ce sont tous de courts romans. Tous ces romans, alors je ne sais pas trop si on peut dire science-fiction ou étrange, mais en tout cas, tous ces romans révèlent déjà un auteur avec un esprit extrêmement original et imaginatif. Donc je ferme la parenthèse, donc voilà, j'ai lu ça, et puis je ne sais même pas pourquoi, je n'ai plus ensuite suivi Serge Brussolo, jusqu'à récemment. Et récemment, donc, j'ai lu sur l'avis donc de Bullish Bookish, j'ai lu Hurlemort. Hurlemort, donc qui est un Brussolo beaucoup plus récent là déjà, enfin qui date, non pas tellement, pas tant que ça, hein, 1993. Bon, donc
ce Broussolo, Hurlemort, donc Hurlemort est un nom propre. Il désigne en fait c'est un nom de famille, les seigneurs de Hurlemort. Et c'est aussi le nom du village où va se dérouler l'action. Et voilà. Alors, là, pareil, je ne vais pas essayer de trop en dire. Donc, que raconte Hurlemort? Alors, d'abord, et c'est intéressant de le noter, donc le roman est découpé en 3 parties, 3 gestes. Alors, la geste, c'est une tradition littéraire qui, je crois, a été extrêmement utilisée entre le XIe siècle et le XIV-XVe siècle. Et donc, ça consiste à raconter, c'est un récit, alors à l'origine c'est en vers. Évidemment, le roman de Broussolo n'est pas en vers, et plus précisément, donc, ce sont des décasyllabes, donc des récits d'action qui mettent en scène des faits, des faits remarquables, racontés en vers, en décasyllabes, et par des poètes professionnels, si vous voulez, qu'on appelait à l'époque des trouvères, ou des oui, des trouvères, c'était pour le nord, et je ne sais plus comment on les appelait dans le sud, mais ils portaient un autre nom. Donc voilà, donc ça c'est à l'origine, et Broussolo reprend ce principe de la geste. Et il va en raconter, le roman va être en 3 gestes, donc 3 récits différents qui mettent en scène des actions remarquables. Ça, c'est la structure générale. Ensuite, à l'intérieur de cette structure, on va avoir un personnage qui traverse ces 3 gestes. C'est encore une fois un personnage, c'est une jeune adolescente de 15 ans, et pour son malheur, elle est née marquée. Et donc, quand on est marqué, alors là, la marque, c'est une trace dans la paume de la main. Je crois, ce sont deux cicatrices qui reproduisent en fait des vallées, des parcours de vallées. Et si on porte cette marque, personne ne peut vous toucher. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de malédiction. Parce que si on vous touche, eh bien, ça peut provoquer, c'est pas que ça va provoquer un tremblement de terre, un cataclysme de ces vallées qui vont donc s'ouvrir comme des gouffres et détruire tout le pays alentour. Donc, les pauvres, alors ce sont essentiellement des femmes, des jeunes filles qui sont marquées. Donc les pauvres jeunes filles qui sont marquées, eh bien elles sont condamnées en fait soit à devoir quitter le village, soit à vivre recluses, enfermées jusqu'au jour où elles ne le supportent plus, et n'ayant pas non plus le courage de partir, elles se suicident. Donc c'est vraiment un destin catastrophique de porter cette marque. Et ici, donc, le personnage principal, c'est une jeune fille qui porte cette marque. Et c'est elle qu'on va suivre à travers ces 3 gestes. Alors, je ne vais pas non plus trop en dire. Les 3 gestes se déroulent dans le même secteur en fait géographique, mais dans des lieux différents. Alors, on peut dire que la première se rapporte justement au village, aux traditions, aux croyances. Donc il y a tout ce climat aussi de malédiction, de sorcellerie, cette malédiction liée au seigneur de Hurlemort. Et en particulier, donc, quand cette histoire commence, le seigneur qui devrait donc être là, sur place, est parti depuis 2 ans et personne ne sait où il est.
s'il est encore en vie, s'il est prisonnier, s'il est mort. Il a quitté son château de Hurlemort là, et il est allé dans la forêt. Et précisément, il y a toute une série d'histoires qui tournent autour de la forêt qui serait un lieu où vivent par exemple des sorciers, des magiciens, enfin un lieu maléfique, des loups aussi, il y a beaucoup question de loups. D'ailleurs, Hurlemort, ça rappelle les loups, c'est les hurlements à mort des loups. Donc, mais tout ça, c'est expliqué dans le roman. Et la deuxième geste, ça raconte justement le départ de ce personnage marqué vers la forêt. Alors tout le monde croit que, tout le monde se dit ouf, elle est partie, donc il n'y a plus de malédiction, ça va, elle nous a libérés, elle est partie dans la forêt pour mourir ou disparaître. Et ce que nous allons suivre, c'est justement ce qui lui arrive dans la forêt. Et la troisième geste, eh bien, c'est un peu un retour au village, mais à travers, donc ça porte un nom, à travers, donc ça s'intitule La geste de Jomme le Noir. Donc Jomme le Noir, c'est en fait un personnage, hein, Jomme le Noir, qui est chargé d'appliquer l'Inquisition. Et en effet, ça doit être, c'est ce qui ressort en fait de la lecture, le grand thème qui diffuse comme ça à travers tout le roman, c'est la lutte, la rencontre et la lutte entre les traditions liées à la magie, liées donc au paganisme en général, et la dernière partie, c'est au contraire l'arrivée donc de la religion catholique qui vient rétablir, éliminer plutôt, et mettre en place tout le carcan catholique pour ramener tous ces villageois, tous ces gens sous la houlette de la religion catholique. Donc on retrouve là la thématique, hein, une thématique classique qui est celle de la prise et de l'emprise, on pourrait presque dire, de pouvoir par la religion catholique, pour éliminer tout ce qui concerne le paganisme, la sorcellerie, les croyances païennes, quoi. Donc c'est une lutte, c'est une guerre de religion, si vous voulez aussi. Même chose, hein, parce que sinon je vais tout vous raconter. Donc déjà, là j'en ai dit pas mal, j'espère que j'en ai pas trop dit, mais en tout cas, le fait de renouer les liens avec cet auteur Brussolo que j'apprécie et que je trouve très très bien, très intéressant, eh bien le fait de relire, donc de lire plutôt Hurlemort, m'a donné envie de me replonger dans les Brussolo. Et donc j'en ai quelques-uns dont je vous parlerai aussi à l'occasion. Eh bien, je repose ce livre et dernière chose qui explique aussi pourquoi j'avance pas vite avec mon challenge de la crypte, c'est que je lis à côté d'autres choses, et en particulier là je me suis replongé, là aussi c'est un roman que j'avais feuilleté il y a très très longtemps, et je m'y replonge là parce que j'ai un centre d'intérêt beaucoup plus pointu. Donc il s'agit, je vous en parlerai peut-être à l'occasion parce que celui-là on en parle vraiment beaucoup, il s'agit, quoique, de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Alors j'ai décidé de le relire parce que la première fois, donc il y a très longtemps, je ne savais même pas ce qu'était ce qu'on appelle le réalisme magique. Depuis
J'ai eu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le réalisme magique, d'en lire aussi, mais par contre je n'ai jamais relu 100 ans de solitude, qui est considéré comme, comme une référence en termes de réalisme magique. Alors j'ai décidé de le relire avec cette perspective, comment se manifeste le réalisme magique dans 100 ans de solitude. Et je vais peut-être pas vous en parler tout de suite là parce que j'en suis qu'à la moitié, hein. J'en suis à page 200 et il y en a 400, même pas la moitié, hein. Il y en a 460. Donc j'en suis à la page 200, mais euh, la première chose, la première impression qui ressort, c'est que eh bien, je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à un roman beaucoup plus magique que réaliste. Et en fait, eh bien, je découvre que ce n'est pas vraiment le cas, que nous avons plutôt affaire à un roman réaliste dans lequel s'inscrivent des moments magiques. Mais j'en reparlerai. Voilà, bon, je vais m'arrêter là et je vous reprendrai dès que j'aurai lu mes mangas.